Je vous propose une présentation qui va être faite à deux voix. Donc, je vais démarrer. Je suis Michel Sanson, directeur de recherche à l'INSERM. Et ensuite, Moana Gélu, qui est médecin et pathologue au CHU de Pointe-à-Pitre, suivra ma présentation en enchaînant. Donc, notre thématique de recherche s'intéresse à la chlordécone sur les hépatites aiguës et sur les hépatites chroniques. Et donc, je vais vous présenter les travaux que nous avons obtenus durant les 6 dernières années. Alors, pourquoi s'intéresser à la chlordécone et aux hépatites ? Eh bien, comme vous l'avez vu dans maintenant de nombreuses présentations hier et même ce matin, la contamination par la chlordécone des travailleurs de l'usine de Hopewell aux États-Unis, en Virginie, a pu démontrer sur des prélèvements post-mortem que ces travailleurs fortement exposés présentaient une hépatomégalie. Alors une hépatomégalie, c'est un accroissement du volume du foie. Et puis, c'est un constat que dorénavant tout le monde partage ici, la chlordécone s'accumule dans le foie et c'est même le principal lieu de stockage. Or, même en 2010, très peu, avec ces deux constats implacables, très peu d'études sur cette problématique de chlordécone et d'hépatite avaient été menées. Or, les hépatopathies en général, qu'elles soient aiguës ou chroniques, sont un véritable fléau en santé publique pour différentes raisons. Le foie peut être infecté par le virus de l'hépatite B ou le virus de l'hépatite C. Le virus de l'hépatite B infecte, juste pour vous donner un chiffre qui est impressionnant, 2 milliards de personnes dans le monde. Et en fait, 1 à 2% de ces personnes vont développer une hépatite aiguë, et rien que ça représente plusieurs dizaines de millions dans le monde. Et puis il y a aussi les effets d'abus de l'alcool sur le foie, et puis une pandémie qui arrive, qui est la stéatose non alcoolique qui touche le foie, qui est due à une surcharge pondérale, et puis aussi un diabète de type 2. C'est ce qu'on a appelé le foie gras, ou encore, vous entendez dans les médias, on appelle ça la maladie du soda. Voilà. Et donc, il est vrai que l'ensemble de ces étiologies au niveau hépatique font courir évidemment des risques importants au niveau des maladies du foie. Alors, au-delà de l'hépatite aiguë, le développement de la souffrance hépatique induite par ces différentes étiologies va faire que le foie va répondre par une fibrose et une cirrhose, et ça touche actuellement plus de 600 millions de personnes au niveau de la planète. Donc c'est des chiffres considérables. Des personnes vont décéder par insuffisance hépatique, directement parce qu'ils développent une cirrhose, et puis 2 à 7% par an vont développer un cancer du foie. Et ce phénomène physiopathologique est sur des temps très longs, puisque il s'écoule entre 15 et 30 ans avant l'avènement et la survenue d'un cancer du foie, qu'on appelle aussi CHC. Donc nous, on a eu l'idée en 2010, effectivement, de s'intéresser, parce que ces étiologies-là sont très présentes aux Antilles, aussi bien le virus de l'hépatite B que le virus de l'hépatite C, aussi bien l'alcool, aussi bien dorénavant les maladies métaboliques du foie. On s'est intéressé à des facteurs environnementaux qui pouvaient impacter sur cette voie-là, et notamment la chlordécone. Donc, on a présenté un projet qui a été retenu à l'ANR en 2011, donc financé à partir de 2012, et qui comprenait 3 volets. Un volet toxicologique, avec des modèles que nous avons montés chez la souris, de coexposition à la chlordécone et au virus de l'hépatite murine, qui induit une hépatite fulminante, chlordécone et des agents hépatotoxiques, donc chimiques, que sont une molécule très connue pour avoir un impact sur le foie, qui est le tétrachlorure de carbone. Et puis, on a aussi voulu mimer les hépatites auto-immunes par l'activation à la concanavaline A, qui est une lectine qui, une fois qu'elle arrive dans le foie,
va activer le système immunitaire comme on le retrouve dans les hépatites auto-immunes, avec des mesures des dommages hépatiques et de la fibrose lorsqu'il s'agissait de modèles chroniques. Une étude plus d'ordre technique, technologique, qui était d'imagerie moléculaire par spectrométrie de masse en MSMS, de façon à visualiser, on vous a montré tout à l'heure une donnée, mais les premières données sont arrivées sur le foie, une visualisation in situ, ce qui n'avait été jusqu'alors jamais réalisé, de la chlordécone dans des tissus cibles, le foie. Et puis, ce que Moana vous présentera tout à l'heure, une étude épidémiologique réalisée au CHU de Pointe-à-Pitre. Alors, si je reviens sur les modèles d'hépatite aiguë, nous en avons monté 2, qui sont présentés ici. L'hépatite virale, avec un gavage, effectivement, nous aussi, on a privilégié le gavage pour être sûr d'une prise quotidienne d'une quantité bien contrôlée au niveau de chaque souris. Donc, un gavage, 5 mg par kilo. Alors, ça représente quoi? Ça représente 100 microgrammes de chlordécone par souris. Ceci avec une administration de 5 jours, suivie du week-end, et 5 nouveaux jours. Donc 10 gavages réalisés, un 11e concomitant à l'infection par le virus de l'hépatite. Et puis, c'est une hépatite fulminante qui arrive très vite. Et donc, on suit les souris durant les 3 à 5 jours qui suivent leur infection. Le modèle d'hépatite auto-immune, même protocole, avec cette fois-ci une administration de la concanavaline par injection IV, intraveineuse, et puis un checking des souris, parce que ça va très vite, 10 heures après cette administration. Alors, nos résultats sur le modèle d'hépatite virale montrent que lorsque les souris sont soumises à ces 10 gavages de chlordécone, ici ou ici, infectées ou non infectées, on retrouve une augmentation significative de la masse du foie. Autrement dit, ces souris présentent également une hépatomégalie. Pas de transaminase, qui est le reflet de la souffrance hépatique qu'on peut mesurer dans le sérum des souris, de la même façon que chacun d'entre nous peut, lors d'une consultation chez son médecin traitant, être amené à mesurer des transaminases hépatiques. Eh bien, c'est exactement le même protocole. D'ailleurs, les transaminases sont mesurées à l'hôpital de Rennes. Et vous voyez qu'il n'y a pas une augmentation due au virus des transaminases hépatiques, mais pas de différence avec la chlordécone. Toutefois, lorsqu'on a regardé la survie de ces souris, nous sommes rendus compte que les souris qui étaient traitées, donc co-affectées chlordécone plus infection par le virus, présentaient une mort précoce par rapport aux autres souris. Donc, en résumé, on observe bien l'hépatomégalie attendue et puis une mort précoce, non attendue, des souris co-exposées au chlordécone et au virus. Alors, on s'est demandé ce qui se passait et quelle était la raison de la mort précoce. Au niveau du foie, évidemment, le virus se réplique, il est extrêmement présent, mais pas de différence entre les deux types de souris, donc exposées au chlordécone ou non. Et puis on est allé regarder dans un autre compartiment dont on sait que le virus atteint ce compartiment, qui est le cerveau. Et à notre surprise, on s'est rendu compte que les souris exposées à la chlordécone présentaient une présence de virus au niveau du cerveau bien plus importante que les souris juste infectées. Donc on a regardé quelques paramètres pour s'assurer évidemment que ce phénomène était bien présent. On a regardé des molécules de l'inflammation comme l'interleukine 6 ou encore le TNF, donc c'est des molécules pro-inflammatoires très classiques qui sont mesurées dans un pareil cas. Et en fait, on s'est rendu compte que effectivement, au niveau du cerveau, on voyait une inflammation dans le co-exposition chlordécone plus virus. Donc, l'hypothèse à partir de ça, c'est que sans doute que la chlordécone contribuerait à rompre la barrière hémato-encéphalique et permettrait au virus un meilleur accès au cerveau. Alors, sur le modèle de l'hépatite auto-immune, on peut aller un peu plus vite parce qu'en fait, on va se rendre compte que sur ces souris, on a
l'hépatomégalie observable. On se rend compte dans ce cas-là, sur ces souris qui présentent une hépatite auto-immune, que la coexposition entre la chlordécone et la concanavaline amène une souffrance significativement plus forte chez ces souris que dans les souris contrôle, juste avec la concanavaline. Et on a beaucoup cherché la raison de ceci, et en fait on a mesuré un certain nombre, et pour pas dire presque toutes, les cellules immunitaires intra-hépatiques. Donc les lymphocytes T, CD4, CD8, les NK, les lymphocytes B, les macrophages, les neutrophiles. Et en fait, on s'est rendu compte que une catégorie d'entre elles, de ces cellules immunitaires, les cellules NKT, présentaient un nombre plus important dans les foies traités à la chlordécone que dans les foies non traités. Et c'est ce qui est marqué ici. Et en plus, on se rend compte par un marqueur d'activation des NKT, qui est le CD69 chez les souris, que ces cellules-là sont bien actives. Et il est connu que ces NKT jouent un rôle primordial dans l'hépatite auto-immune chez la souris, et donc cette augmentation de ces cellules et leur état d'activation pourrait être tout simplement responsable de l'hépatite renforcée qu'on voit chez ces souris co-exposées. Voilà, donc en résumé, le chlordécone impacterait l'immunité intrahépatique et contribuerait ainsi à sensibiliser le foie aux maladies du foie immunodépendantes en général, évidemment, là dans le cas d'une hépatite auto-immune. Donc ces travaux ont fait l'objet d'une publication qui est parue la semaine dernière, donc c'est vraiment tout chaud. La deuxième approche qu'on a eue, c'est des hépatites chroniques. En effet, vous avez vu que plus de 600 millions de personnes atteintes et développent des hépatites chroniques, donc évidemment c'est un sujet important en santé publique. Donc on a pris un protocole qui est connu et on l'a adapté à une coexposition à la chlordécone. Donc il s'agit d'un gavage qu'on a poursuivi de façon journalière pendant 12 semaines, donc c'est sur des temps beaucoup plus longs, avec une concentration de tétrachlorure de carbone, qui est donc, je vous disais, un hépatotoxique, qui est faible, en fait, qui induit qu'une très faible souffrance hépatique. Des prélèvements sanguins de façon hebdomadaire et des sacrifices aussi réguliers des fameux lots de souris. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que en fait, on observe à partir du moment où il y a une prise de chlordécone, dans les deux cas de figure, une hépatomégalie, contrairement évidemment au contrôle qui n'en développe pas. Et puis, la mesure des transaminases hépatiques dans ce modèle hépatotoxique montre qu'il y a une potentialisation de la souffrance hépatique lors de la coexposition, c'est la cinétique qui est en rouge, lors de la coexposition du chlordécone avec ce fameux hépatotoxique qui est volontairement, je vous le disais, administré à faible dose. Et effectivement, lorsqu'on regarde, c'est la courbe en bleu, la concentration juste de tétrachlorure de carbone administrée aux souris et la souffrance hépatique, elle est faible. Donc la chlordécone est un potentialisateur de l'hépatolyse qui est elle-même induite par le CCL4. Et là, on retrouve des données qu'on connaissait, à savoir que la chlordécone par elle-même n'est pas un hépatotoxique. Elle juste promeut un effet d'un autre hépatotoxique. Alors, une des paramètres mesurables dans des souris traitées de façon chronique, c'est la fibrose hépatique, ce qui est aussi un paramètre mesuré chez les patients. Donc là, vous voyez juste un panorama de tissu qui est coloré au rouge Sirius, qui est un marqueur du dépôt des protéines de la matrice extracellulaire, comme c'est fait à l'hôpital pour des biopsies humaines. Et donc, il est possible d'objectiver l'ensemble par une mesure et un scan de ces lames et une mesure très fine de l'ensemble des protéines du dépôt de la matrice extracellulaire. C'est ce qui a été fait. Et vous voyez ici les résultats qui montrent que on a
une fibrose plus importante chez les souris co-traitées à l'hépatotoxique et à la chlordécone. Donc la chlordécone, au-delà d'augmenter la souffrance hépatique, augmente la fibrose hépatique induite par l'hépatotoxique CCL4. Donc ce sont des données qui ont été colligées dans une publication qui est parue en 2016. Et puis pour finir, ce qui était une première à l'époque, c'est la visualisation in situ et la localisation de la chlordécone directement dans le tissu, puisqu'il a été cette expérience a été rendue possible par l'utilisation d'un spectromasse MALDI, une résolution spatiale qui est de l'ordre de 50 micromètres, et puis un protocole qui a permis effectivement de charger, on va dire, puisqu'il stocke facilement, le foie en chlordécone, et puis après un challenge avec un hépatotoxique où on voit très nettement ici des zones qui sont en noir, qui correspondent à la lyse hépatique, et puis des zones de tissu sain qui vont correspondre, sur le foie que vous avez ici, à des zones plus claires. Et en fait, lorsqu'on regarde par spectro de masse la chlordécone, donc la molécule au sein de ces hépatocytes, on se rend compte qu'il y a superposition entre le tissu sain qui est chargé en chlordécone et puis le tissu lysé qui, lui, a perdu, et il y a une logique puisque c'est du tissu mort, a perdu la chlordécone. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est une publication qui a été rendue publique en 2014 et qui était une première mondiale dans le cas de la visualisation d'une molécule de type pesticide au sein d'un tissu donné. Voilà, donc avant de passer la parole à Moana Gélu, je voudrais remercier les membres de l'IRSET. Il y a plusieurs équipes qui ont permis ce travail. Nos collaborateurs étrangers, Jean-Pierre Thomé et Lucie Lamontagne au Canada. Et puis évidemment l'ANR qui nous a soutenus durant 5 ans, de 2012 à 2017. Est-ce que tu veux me présenter ? Donc en ce qui me concerne, je vais vous présenter le versant épidémiologique de cette étude. Et effectivement, d'après les résultats que vous a montré Michel, il nous a paru tout naturel de se poser la question chez l'homme, à savoir, est-ce que le chlordécone pouvait aussi impacter l'évolution des maladies chroniques du foie avec une évolution fibrosante peut-être plus rapide. Donc pour cela, nous avons réalisé une cohorte, nous avons mis en place une cohorte rétrospective intitulée Hépatochlore, à partir d'une population prise en charge au CHU de Guadeloupe entre 2012 et 2015. Il s'agit des patients pris en charge pour une maladie chronique du foie, virale ou alcoolique, s'agissant des causes les plus fréquentes de maladies chroniques du foie aux Antilles. Le stade de fibrose était établi à partir de scores non invasifs, puisqu'il est maintenant reconnu que des scores non invasifs biologiques ou physiques font aussi bien qu'une évaluation histologique de la classification Métavir. Cette classification Métavir permet d'évaluer l'évolution en termes de fibrose au niveau hépatique, s'agissant d'un stade F0 étant un foie normal et un stade F4 correspondant à une cirrhose du foie. L'exposition au chlordécone et à d'autres polluants persistants a été estimée par le biais de la concentration sanguine de ce toxique chez les patients inclus dans l'étude et leur durée d'exposition sur la durée de résidence depuis 1973. Une association donc entre la fibrose et l'exposition sanguine en chlordécone devait être faite et analysée sur la base d'une analyse de survie en tenant compte d'un certain nombre de facteurs confondants potentiels dans cette évolution fibrosante de la maladie, à savoir l'âge, le sexe, la scolarité, l'origine géographique. Je vous passerai sur l'ensemble de ces facteurs. Alors, il s'agit ici de vous exposer l'état d'avancement de notre étude sans pouvoir vous donner les conclusions définitives, mais en ce qui concerne la mise en place donc de cette étude, 252 patients ont pu être inclus, 186 hommes, 66 femmes.
Pour ce qui est de l'étiologie, donc de la cause de la maladie chronique du foie, vous verrez que la plupart avaient une pathologie alcoolique, surtout pour les hommes, dans 3/4 des cas, et une pathologie donc virale. Alors, une pathologie virale, surtout l'hépatite C, chez un peu plus de la moitié des femmes. Nous avons eu beaucoup de mal à inclure des patients porteurs d'hépatochronique virale B, bien qu'il s'agit d'une hépatite virale très répandue aux Antilles, simplement liée à nos critères d'inclusion, où on voulait s'attacher à évaluer des patients qui avaient une maladie chronique active, jugée par le biais des transaminases. Et malheureusement, dans nos populations, l'essentiel des porteurs d'hépatopathies virales B sont des patients qui ont une maladie inactive. Malheureusement pour nous, heureusement pour eux, bien entendu. Alors, pour ce qui est de l'évaluation de la fibrose, donc, des patients étaient jugés peu fibrosés pour 55 cas d'hommes, 19 cas de femmes, et par contre, une évolution sévère de la maladie au stade F3, F4 était évaluée chez 121 hommes et une centaine de femmes. Alors, il s'agit ici de vous montrer les données d'imprégnation donc de notre population en chlordécone, avec un niveau de détection du chlordécone dans le sang de ces patients qui était élevé. Plus de 90% des patients, plus de 90% des patients étaient détectés du chlordécone dans le sang, avec une médiane à 0,19 microgrammes, mais 10% d'entre eux avaient un taux de chlordécone dans le sang supérieur à 1,54 microgrammes, avec un extrême à 28,2, ce qui est beaucoup, et là il s'agissait essentiellement de patients du sud Basse-Terre. En termes toujours d'état d'avancement de cette étude, nous avons voulu valider un cofacteur qui est bien connu sur son intervention quant à l'évolution, son impact sur l'évolution de la fibrose, qui est le café, puisque maintenant dans la littérature de très nombreux travaux portent sur l'aspect protecteur du café dans l'évolution fibrosante des maladies du foie, et dans notre cohorte cet impact a été confirmé, puisque d'après une analyse de survie, donc les patients consommateurs de café avaient une meilleure survie que les non-consommateurs de ce café, et ce qui permet de conclure sur le fait que les patients peu fibrosés avaient une évolution moins rapide lorsqu'ils consommaient du café par rapport aux non-consommateurs. Et le hazard ratio retrouvé après des méthodes d'ajustement était protecteur à 0,58. Alors, je suppose que vous êtes un petit peu déçus de ne pas avoir les résultats du chlordécone, mais je vous rassure, ces données sont en cours d'analyse statistique, et je ferai tout mon possible pour pouvoir vous les communiquer le plus rapidement possible. Je remercie bien entendu tous les hommes et les femmes qui ont participé à cette étude, ainsi que l'ANR, le CHU de Guadeloupe et l'INSERM pour leur soutien financier et méthodologique. Merci à Michel Simon et à Moana Gélus-Simon pour ces présentations. Est-ce que nous avons déjà des questions dans la salle sur cette nouvelle problématique, problématique chlordécone et hépatopathie? Question? Nous allons... Ma question, c'était est-ce qu'on a une idée sur des niveaux d'exposition qui ont pu se produire ou qui sont présents à d'autres toxiques environnementaux pour le foie que la chlordécone? Je pense par exemple aux aflatoxines qui pourraient être produites donc par un certain nombre de cultures ici. Les toxiques environnementaux finalement sont peu rapporté dans notre région. Concernant l'aflatoxine, effectivement, c'est un toxique qui est très rapporté plutôt en Afrique, mais qui n'est pas rapporté comme potentiellement impliqué dans l'évolution des maladies chroniques du foie dans nos régions.
Alors nous avons dans notre étude évalué d'autres pesticides que le chlordécone. Juste pour compléter, les travaux de la littérature sur aflatoxine et hépatopathie ont été surtout réalisés en Asie, où c'est connu depuis presque 30 ans maintenant, qu'effectivement c'est un agent qui aggrave la pathologie. Et il est à la fois aggravant, il est même génotoxique par lui-même. Une autre question. Voilà. Claude Aymon, Université de Montréal. J'aurais une question à propos de votre protocole chez la souris. Je ne sais pas si je l'ai manqué, mais vous avez parlé peut-être de le chlordécone endommageait la barrière hépato-encéphalique, et vous avez mis cette hypothèse-là. Est-ce que vous avez pu confirmer ou vous n'avez pas fait d'expérimentation complémentaire pour essayer de voir si ça avait du sens ou pas? Parce que c'est intéressant, c'est même super important, parce que ça va permettre au chlordécone de rentrer beaucoup plus facilement si on l'endommage au niveau du cerveau. Tout à fait. Donc malheureusement, voilà, on n'a pas poussé plus. On a émis l'hypothèse. C'est vrai que des études plus approfondies sont nécessaires. Ça ouvre sur tout le champ, effectivement, des maladies neurodégénératives également. Mais ça, c'est en devenir. Donc, pour l'instant, non. Au niveau moléculaire, même cellulaire, on n'est pas allé plus à même. En fait, comme je vous disais lors de la présentation, on a été surpris en fait de cette mort précoce des souris, et il fallait qu'on essaye de l'expliquer. Et donc, c'est évidemment l'une des explications qui apparaissent le plus probable. Maintenant, de là à l'expliquer d'un point de vue plus moléculaire et cellulaire, il faudrait beaucoup d'autres travaux. C'est plutôt un commentaire. Tu as beaucoup insisté dans ton introduction sur la mise en perspective de l'épidémie de foie gras, pardon du terme. Et là, on a une exposition chronique plurigénérationnelle, hein, c'est-à-dire qu'on est voilà, donc peut-être sous réserve bien sûr des résultats de l'approche clinique qui sont pending, comme on dit. Il y a quand même en termes de perspective, c'est quelque chose qui, en tout cas d'un point de vue de santé publique et de problématiques de recherche, est devant nous, sachant le rôle historique du foie qu'on avait peut-être un peu oublié dans l'intoxication par le chlordécone. Tu as tout à fait raison, Jean-Claude, de lever ce point-là. En fait, on va pouvoir répondre à nouveau en deux temps. Moana sur l'aspect patient et moi sur l'aspect souris. Depuis, ça fait 2 ans en fait qu'on a monté des modèles animaux sur ce qu'on appelle la NASH, hein, non-alcoolic steatohepatitis, et donc et même qui va jusqu'au cancer. Donc on a ces modèles-là au laboratoire. Donc effectivement, il y a matière à aller voir le caractère co-exposition avec la chlordécone. Donc pour ce qui concerne la NASH aux Antilles, donc on a une étude de prévalence qui est actuellement en cours, qui est financée aussi par le CHU de Guadeloupe, sur l'évaluation de la prévalence de la NASH, parce que c'est une maladie effectivement qui se développe partout dans le monde, mais pour laquelle on n'a aucune donnée de prévalence aux Antilles. Il est connu aux États-Unis par exemple que le phénotype afro-américain a un effet protecteur sur la survenue de NASH. Donc, malgré des taux de diabète, d'hypertension, de syndrome dysmétabolique majeur dans notre population, qu'en est-il effectivement de nos patients? Y a-t-il NASH ou pas? Donc ça, c'est la première partie de notre travail. Et effectivement, si nous avons des patients recrutés au cours de cette évaluation de la prévalence porteurs de NASH, on pourra suivre l'évolution de la fibrose et pourquoi pas leur doser le chlordécone dans le sang pour voir si ça peut impacter.